bonjour. En tant qu'ORL, quand on prescrit un appareillage, souvent les patients nous demandent à nous de les conseiller pour savoir quel type d'appareillage ils doivent choisir entre un contour d'oreille, un écouteur déporté ou un intraconduit. Alors c'est vrai que ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de l'audioprothésiste, mais on aimerait bien pouvoir leur répondre et leur donner au moins un semblant d'explication. Technologiquement, les microprocesseurs, c'est-à-dire les puces, sont les mêmes dans les 3 catégories d'appareils. Les différences tiennent essentiellement dans la position respective de l'électronique et de l'embout par rapport à l'oreille. Concrètement, dans un contour, l'intégralité de l'électronique est située dans un boîtier placé derrière le pavillon. Quand je parle d'électronique, j'entends les micros, le processeur, les convertisseurs analogiques numériques, l'écouteur, la source d'énergie, la pile ou la batterie. Ensuite, le son amplifié est amené à l'oreille par l'intermédiaire d'un tube acoustique et d'un embout moulé sur mesure. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la solution la plus robuste, avec le plus d'autonomie et surtout qui offre la plus grande plage d'adaptation en termes de puissance. Pour l'intra, en revanche, il n'y a rien derrière l'oreille, toute l'électronique est placée dans une coque sur mesure à l'intérieur du conduit auditif. Sur le plan technique, l'avantage, c'est qu'on conserve l'effet directionnel du pavillon parce que le micro est placé dans la conque. Et sur le plan esthétique, c'est vrai que c'est quasiment invisible, si tant est que le conduit auditif est un diamètre suffisant. Par contre, l'adaptation en intra-auriculaire est souvent assez complexe, la consommation de piles est assez importante, la puissance et tout ce qui est fonctionnalité sont assez limités, et surtout, on ne peut pas appareiller toutes les pertes. Par rapport aux écouteurs déportés, en revanche, c'est une sorte d'appareil hybride, puisqu'on trouve de l'électronique à la fois derrière l'oreille et dans l'oreille. Comparé au contour d'oreille classique, où l'écouteur, c'est-à-dire le haut-parleur, qui est une pièce électronique assez grosse, est extraite du boîtier et placée dans l'oreille. C'est pour ça qu'on parle d'écouteurs déportés. Ça permet d'optimiser la taille de l'appareil, mais aussi la puissance et ce qu'on appelle aussi la plage d'adaptation, c'est-à-dire la capacité d'un appareil à répondre à différents degrés de surdité. Vous venez de nous dire qu'il existe différentes formes d'appareils. Quels sont finalement les éléments qui vont guider votre choix et le conseil que vous allez donner aux patients? Et éventuellement, est-ce que l'ORL a un rôle à jouer dans ce choix d'appareil? Oui, d'autant plus que cette question du choix est absolument cruciale, puisqu'elle va déterminer ensuite le quotidien du patient tout au long de son appareillage. Donc l'audioprothésiste doit prendre en compte un ensemble de critères, à commencer par la prescription ORL et l'éventuelle présence de contre-indications ORL. Dans notre choix prothétique, l'analyse du tableau audiométrique est essentielle. L'aspect des courbes peut nous renseigner sur la puissance nécessaire, le type d'embout, l'étanchéité, même le type de traitement de signal. Par exemple, sur une presbyacousie légère, avec des graphes bien conservés, on va plutôt s'orienter sur un appareillage ouvert, c'est-à-dire avec un embout non obstructif qui laisse passer les fréquences graves. Alors que si au contraire, dans cet autre exemple, les graves sont dégradés, on sera amené à augmenter l'étanchéité des embouts pour éviter justement les fuites acoustiques. Autre exemple, une surdité en pente de ski va avoir tendance à nous suggérer un appareil avec beaucoup de canaux de réglage pour avoir le maximum de précision sur la zone concernée et peut-être des algorithmes particuliers comme la transposition fréquentielle. Là, en revanche, sur cet exemple, on a une courbe avec une composante transmissionnelle très forte. On va privilégier un appareil avec une forte dynamique acoustique pour ne pas trop comprimer le son. Là, ce ne sont que des exemples, mais c'est pour illustrer la relation entre le tableau audiométrique et le choix prothétique. Mais ces critères ne sont pas suffisants. Nous complétons systématiquement par l'étude des fréquences intermédiaires, par des seuils d'inconfort, des tests de résistance au bruit, des tests d'intelligibilité dans le bruit. Ensuite, il faut prendre en compte l'aspect morphologique des conduits, le pavillon, le port éventuel de lunettes et surtout les capacités motrices du patient, sa dextérité, la sensibilité de ses doigts. Ça peut être une véritable cause d'échec et on a des solutions pour pallier ce genre de problème, encore faut-il les identifier en amont. Il faut également s'attarder sur les exigences esthétiques, c'est parfois un sujet majeur pour certains patients, et le fait d'en discuter, souvent, très simplement, permet de lever les blocages psychologiques. Ces premiers critères qui sont renseignés donc, par une partie anamnèse et une partie mesure vont permettre de faire déjà un premier filtrage en passant d'environ 600 références d'appareils auditifs à une sélection d'une dizaine possible. Mais le choix définitif ne pourra se faire qu'en analysant les besoins du patient. Dans notre protocole d'appareillage, nous avons pour habitude de faire nommer leur objectif aux patients.
Imaginez un patient de 90 ans dont l'objectif numéro 1 est de comprendre sa télé et un patient plus actif, 50 ans, qui se fixe pour objectif de comprendre ses collègues en réunion avec 15 personnes qui parlent en anglais, par exemple. Même si les tableaux audiométriques sont identiques, les critères morphologiques identiques, le choix de l'appareil ne peut pas être le même. Pour résumer cette question du choix prothétique, l'audioprothésiste se base sur l'audiogramme tonal et vocal et l'ordonnance ORL, l'anamnèse et l'autoscopie, les tests complémentaires, les caractéristiques psychologiques du patient et enfin l'analyse des besoins. Les aides auditives sont aujourd'hui des outils à la fois technologiques et informatiques. Ce sont deux domaines en constante évolution. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot des différentes avancées technologiques en la matière au cours des dernières années ? C'est vrai que notre domaine a toujours été en perpétuelle évolution, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a une accélération assez phénoménale. Si je devais retenir deux innovations principales, je parlerais d'abord de la captation du son en elle-même. Quand on se retourne un petit peu sur l'histoire de l'appareil auditif, auparavant, il n'y avait qu'un seul microphone par côté, par oreille. Ensuite sont apparus les systèmes à double microphone. Là, on a commencé à pouvoir jouer manuellement sur la directivité. C'est-à-dire je capte devant ou je capte tout autour. Ensuite, ces systèmes se sont automatisés. Et puis, depuis quelques années, on voit maintenant des créations de réseaux microphoniques, puisque les appareils communiquent entre eux, et on arrive à créer non plus deux micros à droite, deux micros à gauche, mais un véritable réseau de 4 microphones. Et ça favorise réellement la directivité de l'appareillage. Et ça crée une espèce d'effet tunnel qui va favoriser la parole qui se trouve en face par rapport à un environnement bruyant autour. L'autre innovation qui est en train de bouleverser notre domaine, c'est l'apparition de la connectivité. Donc aujourd'hui, les appareils sont devenus de véritables objets connectés où on peut prendre un appel directement dans l'appareil auditif. Le patient peut prendre le contrôle de ses aides auditives, modifier le volume bien entendu, mais également pouvoir localiser ses aides auditives sur une carte, vérifier l'état de ses piles, vérifier l'état des liaisons Bluetooth ou aller créer des programmes d'écoute différents en fonction des environnements extérieurs, restaurants, musique par exemple, où il va pouvoir prendre le contrôle également sur la directivité de ses microphones ou alors aller par exemple jouer sur la quantité de réducteurs de bruit de ses aides auditives ou par exemple aller jouer également sur la quantité d'anti-vent, des algorithmes qui empêchent le bruit du vent d'être gênant. On peut avoir aussi une gestion géolocalisée des programmes où l'appareil auditif va tout de suite changer d'office son programme automatiquement en fonction de l'endroit qui leur a été programmé. Le smartphone devient également une sorte de mode d'emploi interactif où la notion d'entretien peut être visualisée très facilement, la mise en place ou des détecteurs de panne par exemple. Pour la gestion des acouphéniques également, le patient acouphénique peut gérer son masqueur d'acouphènes de manière plus ou moins précise, selon ce que l'audioprothésiste lui a laissé comme marge de manœuvre, en gérant son générateur de bruit. Tous ces nouveaux outils nécessitent une forte implication des audioprothésistes, mais le jeu en vaut la chandelle puisqu'il y a un réel bénéfice patient. En plus de ça, je crois que ça participe au changement d'image de l'appareil auditif et à la tombée du tabou, qui est quand même un des principaux freins à l'appareillage. Et donc, quand le patient a finalement pu, grâce à votre aide, choisir son appareil, souvent il persiste une question assez importante qui est un frein à l'appareillage, c'est celle du prix de l'appareillage. Ça leur coûte quand même assez cher et souvent ils nous demandent en consultation où va leur argent. La première chose à savoir, c'est que les appareils auditifs sont produits en petite quantité, en petite série, contrairement à l'électronique grand public qui est produit en masse. La deuxième chose, et c'est probablement la plus importante, c'est que le patient n'investit pas dans un appareil ou 2 appareils auditifs, mais dans un véritable appareillage, dont le bon déroulement et l'efficacité vont être contrôlés, testés tout au long de la vie des appareils, c'est-à-dire entre 4 et 6 ans. Ce que je veux dire, c'est que le coût d'un appareillage dépend autant de la technologie des appareils que de la qualité de service apportée par l'audioprothésiste et son équipe. Lorsqu'on s'attarde sur un agenda d'audioprothésiste aujourd'hui, il y a environ 80 à 90% du temps de l'audioprothésiste qui est dédié au suivi gratuit des patients.
Mais au-delà du prix, ce qui compte au final, c'est quand même le reste à charge, c'est-à-dire ce que ça coûte au patient après remboursement. Et là, quand on compare à différents pays voisins, on s'aperçoit qu'en France, malgré un prix de vente dans la moyenne européenne, le taux de remboursement est nettement inférieur. En revanche, pour les patients bénéficiaires de la CMU, la prise en charge a été nettement réévaluée récemment, ce qui leur permet de bénéficier d'un appareillage numérique programmable et surtout en stéréophonie, ce qui n'était pas le cas avant. Pour conclure sur cette question du prix, je crois que le rôle de l'audioprothésiste, c'est aussi de s'adapter aux moyens de ses patients et d'être capable de trouver des compromis pertinents, de puiser dans son expérience, son expertise pour compenser un budget un peu faible et coûte que coûte obtenir le meilleur résultat prothétique.